Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire le commentaire linéaire d'un extrait du chapitre 19 de Candide ou l'optimisme de Voltaire. C'est parti. Tout d'abord, je t'affiche le texte que l'on va commenter ensemble. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause pour le relire tranquillement et à cliquer sur play dès que tu as terminé. C'est bon, c'est fini? Parfait, on peut passer à l'introduction. Le siècle des Lumières se caractérise notamment par la lutte contre l'obscurantisme et toutes les formes d'inégalité. C'est une dimension que l'on retrouve dans Candide ou l'optimisme, un conte philosophique de Voltaire publié en 1789. Dans notre extrait du chapitre 19, Candide et Pangloss rencontrent un esclave vers Suriname. Candide l'interroge sur sa condition, surpris de le voir aussi misérable. L'esclave lui narre alors les mauvais traitements qu'il subit, tout en précisant que ceci découle directement de sa condition. Candide, horrifié, refuse alors définitivement de continuer à voir le monde sous l'angle de l'optimisme, contrairement à ce que lui enseigne maître Pangloss. Ainsi, il s'agira de se demander comment Voltaire dénonce l'esclavage, l'hypocrisie religieuse et la philosophie de l'optimisme. Dans un premier temps, nous étudierons la rencontre avec l'esclave, puis nous constaterons que les conditions de vie de l'esclave sont absolument terribles. Ensuite, nous nous concentrerons sur la dénonciation de l'hypocrisie religieuse avant de constater que Candide rejette définitivement l'optimisme. Notre extrait commence avec la rencontre de l'esclave, et c'est une rencontre qui est particulière, puisqu'en effet, tout de suite nous sommes plongés dans la description d'un esclave misérable. Je cite, « Il est étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire un caleçon de toile bleue, il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. » Ici, on constate que la description est faite sur le mode du négatif. On ne sait de lui que ce qu'il n'a pas, on ne sait pas de lui ce qu'il a. On repère également le champ lexical péjoratif, ainsi qu'une sorte de gradation dans la description, puisque nous allons crescendo dans l'horreur. En effet, on passe d'un homme qui est par terre à un homme qui est à moitié, c'est-à-dire donc très peu habillé, à un homme à qui il manque des parties du corps. Et cela occasionne une forte émotion chez Candide. Je cite « Eh mon Dieu !» Ici, les interjections et l'exclamation montrent l'état de choc du personnage. Je cite « Que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois ?» On peut repérer une périphrase « mon ami » ainsi qu'un tutoiement qui désigne l'esclave, ce qui montre la sympathie de Candide vis-à-vis de lui. Il ne le considère pas comme inférieur, mais comme égal. Et c'est aussi pour cette raison qu'il ressent beaucoup d'horreur dans l'état horrible où je te vois. Ici, Candide marque bien le fait qu'il s'agit d'une situation qui est totalement anormale. Je cite la réponse de l'esclave. « J'attends mon maître, monsieur vendeur d'endure, le fameux négociant. » Ici, on constate que par opposition à la question de Candide qui marquait une forte émotion, eh bien la réponse de l'esclave est une réponse qui est plutôt neutre. Il répond comme s'il ne voyait pas ce qui posait problème en présentant son maître à partir de son identité, monsieur vendeur d'endure, ainsi qu'à partir de son métier. Et d'ailleurs, on peut repérer un jeu sur l'onomastique, puisqu'en effet, dans vendeur d'endure, il faut bien entendre vendeur d'endure. Candide continue son enquête, je cite « Est-ce monsieur vendeur d'endure, dit Candide, qui t'a traité ainsi ?» Ici, on voit que Candide pose une question. Il se renseigne sur la condition de l'esclave, et les nombreuses questions montrent sa surprise, comme s'il découvrait l'esclavage. L'esclave confirme, je cite « C'est l'usage ». On a là une banalisation de la torture par l'esclave, qui insiste sur l'habitude et qui ne fait preuve d'aucune émotion, qui va également instaurer une distance respectueuse vis-à-vis de Candide, puisqu'il va l'appeler monsieur. Et cela n'est pas sans rappeler évidemment son statut d'esclave, alors que Candide fait preuve d'une certaine proximité puisqu'il va le tutoyer. Cette rencontre donne lieu à une description des terribles conditions de vie des esclaves. Je cite « On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 2 fois dans l'année. » On repère ici qu'on a l'emploi du pronom indéfini « on », qui montre que l'esclave élargit sa remarque à l'intégralité des esclaves. Il ne parle pas que de lui, il n'est pas un cas particulier. Et évidemment, il faut repérer une opposition entre ce pronom indéfini « on » et le pronom « nous » qui désigne les esclaves. On peut repérer que le vêtement qui lui est donné
un caleçon de toile 2 fois dans l'année, est extrêmement léger. Déjà, il ne recouvre pas le corps en entier, et ensuite, il est insuffisant pour certaines périodes, comme par exemple l'hiver, et 2 fois dans l'année, eh bien, ce n'est pas assez, cela montre qu'il y a un manque d'hygiène. L'esclave va ensuite faire le récit d'un accident. Je cite: Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvée dans les deux cas. Ici, c'est la meule qui est sujet du verbe attraper. Et donc, c'est la meule qui fait l'action. Ce n'est donc pas la faute de l'esclave. Et pourtant, c'est l'esclave qui est puni. Le nous est sans cesse en posture de complément d'objet, ce qui montre que les esclaves subissent et sont victimes de la situation. On repère par ailleurs un parallélisme qui présente deux actions, puis deux punitions corporelles, qui justifient l'état de l'esclave et qui insistent sur la cruauté des traitements et font référence au code noir, un code de l'esclavage consistant en des règles indiquant comment il faut traiter les esclaves. On peut repérer ensuite une phrase qui sonne comme une accusation. Je cite: C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Ici, le vous désigne évidemment Candide et Pangloss, à qui l'esclave parle, mais il désigne également le lecteur qui doit ressentir de la culpabilité, puisque son sucre a un coût humain plus que financier. L'esclavage est un commerce qui réifie les esclaves. Je cite: Cependant, lorsque ma mère me vendit 10 écus patagons sur la côte de Guinée. Ici, on constate que cet esclave a été acheté à très bas prix et est traité comme un objet. Je cite: Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les Blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. On peut repérer ici que, à travers le discours de sa mère, il y a une présentation des maîtres comme des bienfaiteurs. Il y a également des mensonges qui ont aveuglé la famille de l'esclave. On peut aussi repérer le champ lexical de la religion ainsi que de la joie, qui montre une soumission totale mise en valeur par l'antithèse entre esclave et seigneur, ainsi que l'emploi du futur de l'indicatif, je cite, « ils te feront ». On repère ici donc une accumulation de mensonges et de fausses promesses qui réussissent à tromper les parents de l'esclave. Tout cela aboutit à la dénonciation de l'hypocrisie de la religion. Je cite: Hélas, je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. On peut repérer une apostrophe tragique, hélas, qui confère au texte une tonalité pathétique. Il y a également un jeu sur les différents sens du mot fortune, puisqu'en effet, le mot fortune est employé dans son sens financier, mais également dans son sens de chance. Dans cette phrase, on constate également deux négations qui établissent un contraste entre les faux espoirs et la réalité. L'esclave va par la suite énumérer différents animaux peu valorisés. Les chiens, les singes et les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous. Nous pouvons repérer l'hyperbole 1000 fois moins malheureux que nous, montrant que les esclaves noirs sont extrêmement maltraités. Ils souffrent constamment. Même ces bêtes peu valorisées sont tout de même mieux considérées. Il y a un paradoxe. Je cite: Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. On a là un décalage entre le discours des prêcheurs qui prônent l'égalité, comme le montre le pronom tous, ainsi que le nom enfant. Les prêcheurs en effet insistent sur leur origine commune et la précision blanc et noir montre que les deux couleurs de peau sont mises à pied d'égalité. Et donc il y a un décalage entre ce discours des prêcheurs et la réalité, comme le souligne la conjonction de coordination mais à valeur d'opposition, qui introduit une hypothèse: si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de Germain. Cette hypothèse ici insiste sur les liens familiaux, comme le montre l'emploi du champ lexical de la famille. Ici, l'esclave effectue un raisonnement qui est structuré sur le mode du syllogisme, comme le montre la formulation « Or vous m'avouerez », qui met en relief la contradiction de la religion catholique et l'hypocrisie de celle-ci, et des personnes blanches qui mentent, et qui met en relief donc cette contradiction
qui va contre les préceptes de la religion. D'ailleurs, le superlatif d'une manière plus horrible s'inscrit également dans cette même perspective, puisqu'ici, il va souligner cet immense décalage entre le discours et la réalité, montrant que la réalité des esclaves est proche de la torture. Cela aboutit au rejet total de l'optimisme de la part de Candide. Je cite: Ô Pangloss, s'écria Candide, tu n'avais pas deviné cette abomination. C'en est fait. Il faudra qu'à la fin je renonce à ton optimisme. On peut repérer le haut lyrique ainsi que l'apostrophe et l'exclamation qui marquent la forte émotion de Candide. Candide qui effectue des accusations. Tu n'avais pas deviné cette abomination. Ici, il met en valeur les failles qui sont présentes dans le discours et les pensées de Pangloss. Pangloss, en effet, qu'il considère comme son modèle, comme son maître à penser, est un faux savant qui pense que tout est fait pour le mieux et que l'on vit dans le meilleur monde possible. D'où l'emploi de la deuxième personne du singulier qui est ici accusatrice, d'où l'emploi aussi de la négation et d'un certain vocabulaire péjoratif à travers le terme abomination. Candide prend donc une résolution, je le cite, sans effet. Il faudra qu'à la fin je renonce à ton optimisme. Puisqu'en effet, observer le monde lui en apprend plus que les préceptes de Pangloss. Après cette rencontre, il renonce à l'optimisme, ce qui consiste à voir sans cesse le bon côté des choses. Il accepte que la vie ne soit pas si merveilleuse que cela, d'où l'emploi du futur de certitude « il faudra », ainsi que du déterminant possessif à la deuxième personne « ton », qui montre qu'il se détache de cette philosophie. Et d'ailleurs, il va définir cette philosophie, comme le montre l'apostrophe tragique et pathétique, hélas, ainsi que la présentation des optimismes, je cite, « c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal », eh bien, cet optimisme consiste en la mise en valeur de personnages non lucides. Ici, on a un vocabulaire péjoratif qui est là pour critiquer la doctrine de l'optimisme ainsi que les optimistes. Candide ressent une forte émotion qui se traduit physiquement. Il versait des larmes et en pleurant. On voit à travers ce champ lexical des pleurs qu'il est très touché par cette rencontre et très affecté par cette nouvelle lucidité péjorative, pessimiste sur le monde qui l'entoure. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je te laisse préparer la conclusion de ton côté.